Bonsoir, bienvenue chez Monet. Il y a certains de ces livres que j'ai tellement aimés que je les ai lus 2 fois. Je pense au rapport de Brodeck, par exemple. Pour moi, il fait partie de ces auteurs, il n'y en a pas tant, qui savent parler avec beaucoup de justesse à leurs contemporains, leur parler au creux de l'oreille, mais qui savent aussi signer des textes dont on est convaincu qu'ils vont durer, qui ont quelque chose d'intemporel, d'universel. Il n'y en a pas tant qui savent faire ça. Il est l'auteur donc du rapport de Brodeck, mais aussi des âmes grises, de La petite fille de Monsieur Lynn, de L'arbre du pays Toraja, son plus récent dont on va parler en particulier ce soir. Il est cinéaste également, vous le savez sans doute. Il a réalisé entre autres Il y a longtemps que je t'aime, Tous les soleils et Une enfance. Pas la peine de vous dire que je suis immensément heureux ce soir d'être assis à côté de Philippe Claudel. Bonsoir. Merci, bonsoir Tristan, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis ravi d'être là, ravi d'être accueilli dans cette belle librairie, dans ce lieu qui me semble très très chaleureux, puis de vous voir aussi nombreuses et nombreux. Vous savez que nous, Français, on a toujours un grand plaisir à venir dans la belle province et il y a quand même, vous bénéficiez auprès de nous d'une cote de popularité et d'amour qui ne faiblit pas. Et on vous en remercie. Donc c'est toujours une joie de venir et c'est vrai que c'est un bon moment à partager autour des livres, autour de celui-ci ou d'autres d'ailleurs. Hein. C'est une des vertus, je crois, de la littérature, de nous rassembler, de faire en sorte qu'on puisse se retrouver autour de textes et de parler un petit peu de ce qui nous préoccupe et de ce qui nous éblouit, de ce qui nous blesse parfois et ce pourquoi on écrit. Vous êtes le bienvenu, en tout cas. Merci. Et Philippe Claudel, parlez-nous peut-être pour commencer de votre découverte de cet arbre, celui du titre, l'arbre du pays Toraja, qui est un arbre assez particulier, fascinant, un arbre, certains ont peut-être déjà lu le livre, auquel ou entendu des entrevues, puisqu'il y en a eu quelques-unes dans les derniers jours, un arbre auquel on confie le corps d'enfants morts, des petits corps, plutôt que de confier ces corps aux flammes ou à la terre. Comment est-ce que vous l'avez rencontré, découvert cet arbre et en quoi est-ce qu'il vous a inspiré? Tout simplement lors d'un voyage en Indonésie, qui est un pays dans lequel je suis allé souvent, un pays multiple, puisque vous savez que c'est un archipel constitué de milliers d'îles. Et une de ces îles, une île assez importante, s'appelle Sulawesi, les célèbres en français. Et sur cette île vit le peuple Toraja, qui a à la fois des rituels assez particuliers, une architecture aussi très très intéressante. Les maisons ont des formes gracieuses qui ressemblent un petit peu à des proues de bateaux, à des coques de bateaux comme ça inversées. Dans quel matériau? En bois. Hein. Et ce qui est assez singulier pour nous, occidentaux, quand on les visite, c'est de voir la place que la mort occupe dans leur vie. Lorsque l'un des leurs vient à décéder, eh bien, pour que la cérémonie funéraire puisse avoir lieu, il faut rassembler toute la parenté. Cette parenté fut-elle dispersée sur le monde entier. Et donc il faut s'endetter considérablement pour payer les voyages, pour accueillir ces gens, construire des maisons. On s'endette aussi pour acheter du bétail qui sera sacrifié. Et tout cela peut durer des semaines, des mois, voire des années avant de réunir l'argent. Et pendant ce temps-là, on garde le mort, qui n'est encore pas complètement considéré comme mort. Il est dans la maison où vit la famille. Il est dans un entre-deux. Oui, il est biologiquement mort, mais évidemment. En tout cas, sur le plan de la croyance, il n'est pas considéré comme mort. Et évidemment, quand vous venez d'un pays comme la France, par exemple, où les enterrements sont devenus... on a les fast-food pour la nourriture, on a presque les fast-funérailles aussi, hein. Tout va très très vite, c'est-à-dire que les enterrements sont réduits au minimum, même les messes pour ceux qui sont encore croyants, elles n'ont plus du tout la durée qu'elles avaient quand j'étais enfant. On ne veille plus le corps comme on le faisait dans les maisons avant, on ne réunit plus non plus la famille après pour un dîner, pour un repas le lendemain, tout va très très vite. On expédie. On expédie, on a tellement peur de la mort qu'on ne la regarde pas, mais ce qui est peut-être le meilleur moyen ou le pire, justement, pour qu'elle prenne encore plus de place, une place encore plus inquiétante dans nos existences. Et à l'inverse de ça, vous découvrez les Toraja qui, eux, alors font de la mort le point focal de leur vie. Ce qui n'est pas non plus la meilleure façon de s'arranger avec elle. Hein. Mais en tout cas, pour en revenir à cet art, c'est que quand on visite ce pays, ce n'est pas du tout des voyages d'aventuriers, hein, c'est à la portée de tout le monde, mais on est frappé de voir... qu'on nous montre parfois dans des clairières où sont les villages, dans la forêt toute proche, un grand arbre qui était dévolu justement à être la sépulture des très très jeunes enfants, des petits bébés qui venaient à mourir. On ne les confiait pas à la terre ou au feu, comme dans d'autres cultures, mais on creusait un trou
une cavité dans ces grands arbres, on mettait le petit corps, on refermait avec des linges et des branchages, et on attendait que l'écorce de l'arbre se referme, que l'arbre se referme sur le petit mort et l'emmène dans sa croissance vers le ciel. Et j'avais trouvé ça tellement stupéfiant, à la fois de beauté, de symbolique aussi, puisque c'était une façon extrêmement douce, même si la mort est terrible, et la mort d'un enfant l'est encore plus, évidemment, mais c'est une façon douce de montrer combien la vie peut se nourrir de la mort. Et combien la mort peut aussi demeurer présente dans la vie. Donc voilà, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, en me disant un jour, j'écrirai sur ça, je ne sais pas comment, mais il faudra que je rende compte de ça. Puis un jour, vous avez traversé une période où je pense qu'il y a eu plusieurs morts dans votre vie à vous. C'est à ce moment-là que... Comme on peut tous les traverser au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, c'est vrai que finalement, avancer en âge, c'est voir autour de soi des figures aimées, amies, partir, disparaître. Alors, il se trouve qu'en quelques années, oui, j'ai perdu beaucoup d'êtres chers, à commencer par mon père, ma mère, des amis, des tantes, et puis un jour, celui qui était mon meilleur ami, et qui était aussi mon éditeur il y a 3 ans, Jean-Marc Roberts. Et le fait que la mort tourne d'un peu trop près autour de moi m'a fait m'interroger justement sur la place que je réservais à ceux que j'avais aimés, mais qui n'étaient plus là. Est-ce que j'étais moi aussi un arbre du pays de Raja ? Est-ce que j'avais creusé des petits trous en moi pour les garder? Et est-ce qu'ils continuaient à alimenter ma vie? Et de quoi étais-je fait? Donc ces questions sur de quoi suis-je fait? Où plaçais-je mes morts? Comment parviennent-ils à nourrir mon existence? Comment j'arrive, comme cet arbre, à refermer une blessure, à cicatriser et à avancer? Tout cela a donné naissance de façon assez anecdotique, on y reviendra peut-être, parce que pour chaque livre, il faut un élément de cristallisation. Et on verra que sur celui-ci, ce qui a permis à l'écriture de démarrer est quelque chose de tout à fait anecdotique et plutôt rigolo d'ailleurs, alors que le sujet abordé est quand même relativement grave. Ça nous intéresse, on est intrigués. Quel a été le déclic? Écoutez, c'est tout simple, c'est qu'à un moment, si vous regardez ce livre, il y a le personnage principal donc, qui est le narrateur, qui est un cinéaste. Il revient de ce voyage au pays de Raja, c'est le début du livre, et puis sur son répondeur, il y a un message de son meilleur ami qui s'appelle Eugène, qui est son producteur. Il lui dit « Écoute, tu vas rire, j'ai un vilain cancer ». Et c'est le début du livre. Donc il est confronté à cette annonce de la maladie de son ami et il l'accompagne dans ces derniers moments. Donc le livre se construit sur ce parcours d'amitié qui va être interrompu par la maladie et la mort. Mais en même temps, ce personnage, il est séparé d'une ex-femme, Florence, qu'il continue à voir quand même régulièrement. Une fois par mois, ils ont toujours rendez-vous dans la même chambre d'hôtel, ils font l'amour, ils discutent. Et elle n'est plus sa femme, mais elle est encore sa meilleure amie. Et il va à un moment rencontrer une autre jeune femme qui s'appelle Elena. Qui est une voisine. Qui est une voisine. Ouais. Et justement, alors j'en viens à ça, c'est que comment le livre a été mis sur les rails, si je puis dire, c'est que quand j'étais en train de finir le dernier film que j'ai fait qui s'appelait Une enfance, on vous a rappelé tout à l'heure, là, on me loue à Paris un appartement au 6e étage. Et puis, il y avait une cour intérieure, il y avait un autre corps de bâtiment, et je voyais donc les soirs s'allumer les différents appartements, et j'observais comme ça, sans y faire trop attention, mais la vie des autres, comme quand on a face à soi... Voilà, ces petits carrés de lumière, on voit les êtres humains que nous sommes en un peu plus petits, on a l'impression que c'est presque comme des animaux, des hamsters dans une cage. Certains regardent la télévision, d'autres dînent, d'autres s'embrassent, d'autres s'engueulent. Certains etc. sont habillés, d'autres non. Exactement, et notamment une jeune femme qui rentrait chaque soir vers 20h, commençait à se déshabiller, à mettre très très rapidement une petite tenue de nuit, puis s'allongeait sur son lit, puis pianotait sur un ordinateur. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle écrit à une copine? Est-ce qu'elle envoie des mails? Est-ce qu'elle consulte des sites de rencontres, de téléachat ou je ne sais pas quoi? Bon voilà, je commençais un peu à réfléchir sur elle. Et puis, chaque jeudi soir, semble-t-il, elle sortait. Elle allait en soirée. Et donc là, elle se déshabillait et elle essayait toute sa garde-robe. Donc elle était éternellement insatisfaite. Donc elle essayait une tenue, elle se regardait dans une glace, elle enlevait tout. Et entre deux vêtements, elle était donc complètement nue. Et moi, j'étais en train de manger mes pâtes en face. Mais ce qui était assez frustrant, c'est qu'elle était trop loin. C'est-à-dire que j'étais un peu comme James Stewart, vous savez, dans Fenêtre sur cour, ouais. Mais sauf que lui, il est reporter photographe. Donc il a des zooms, il a des jumelles, il a... Bon. Moi, j'avais aucun de ces instruments. Alors, je voyais qu'elle était nue, et en même temps, elle était trop loin pour que j'apprécie vraiment cette nudité. Et surtout, ça a commencé à me faire penser à une chose. Je me dis, c'est marrant, je la vois sans la voir.
Je me rends compte qu'elle est plutôt jeune, sans doute, plutôt grande, plutôt mince, avec des cheveux plutôt longs, etc. Mais je ne vois pas la couleur de ses yeux, je ne vois pas la forme exacte de ses mains, le dessin de sa bouche. Et je me suis dit, mais c'est comme si on m'avait placé un personnage sous les yeux. Et que ce personnage, il attendait que je le place, moi, dans une histoire, dans un film, dans un roman, dans une pièce de théâtre. Et c'est ça qui a été le déclencheur de cette écriture, alors que même ce n'est pas le premier chapitre, hein, ça vient plus tard, mais c'est grâce à cette jeune femme que je n'ai jamais rencontrée, à l'inverse de mon narrateur, que le livre a été écrit. Et ce qui est rigolo, si vous voulez, c'est qu'elle-même ne sait pas qu'elle a donné naissance à un livre. Donc, vous me confirmez que cette anecdote, elle provient de votre vie réelle. Ce livre, il aurait pu être, parce qu'on comprend que vous y êtes beaucoup, Philippe Claudel, l'homme, sa vie, ce qu'il a vécu, s'y trouve au cœur de ce livre. Il aurait pu être plus directement autobiographique. Vous avez décidé d'en tirer une fiction. Pourquoi? Oui, mais parce que tout simplement, moi j'écris toujours, ou quasiment toujours des fictions. Ce qui m'intéresse, c'est le matériau de la vie, mais livré dans une structure romanesque. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est comment on fabrique une fiction avec des éléments du réel. On en a cité certains, là, ce voyage chez le Toraja, cette jeune femme dans l'appartement, mon ami et éditeur Jean-Marc qui meurt d'un cancer il y a 3 ans. Donc tout ça fait partie effectivement d'éléments biographiques, autobiographiques. Mais en même temps, ce qui m'intéresse, enfin, je serais incapable d'écrire sur ça et uniquement sur ça. Il faut que l'écriture atteigne une autre dimension, plus symbolique, plus métaphorique, plus générale, plus universelle peut-être, pour qu'elle m'intéresse. Et donc, faire de micro-événements ou de macro-événements de mon existence des prétextes à construire des histoires, à créer des personnages. Et pour vous donner l'idée du changement, si vous voulez, c'est que quand Jean-Marc Roberts est décédé, le jour même, j'ai commencé un texte que j'ai publié très vite après, qui s'appelle J'embarque, qui est un petit livre, ce qu'on appelle jadis un tombeau. Hein. Quand quelqu'un meurt, on lui crée une sorte de tombe de papier. Et donc, je m'adressais à lui, et c'était moi, Philippe Claudel, qui m'adressais à cet homme, Jean-Marc Roberts, où tout était vrai, si on peut dire. Et si on faisait un parallèle, puisqu'il est question de cinéma aussi dans ce livre, eh bien, J'embarque, ce serait un documentaire, et ce livre-là, ce serait une fiction, avec le même matériau, mais un matériau qui, avec le temps, s'est transformé, une personne est devenue personnage. Si vous permettez, je vais vous lire quelques lignes qui se raccrochent à ce que vous venez de dire, je crois. Il me semble aujourd'hui que, grâce à ce récit libre dans sa forme, dans son agencement et dans son déroulé, non seulement je force Eugène, c'est l'ami qui est mort, Eugène a resté auprès de moi, je le maintiens sous une sorte de respirateur artificiel, dans un coma qui n'est pas tout à fait la mort, mais je reprends aussi les travaux de ma maison, c'est très beau. J'avance sans doute moins vite et travaille moins bien que lorsque nous étions 2, mais je continue. Dans le même mouvement, le texte devient le lieu de notre amitié. Eugène est là, dans les pages, les lignes ou entre elles. Le récit est sa chambre plutôt que son tombeau. Oui, alors il y a cette métaphore de la maison, de la chambre, des pièces, parce que juste avant, le narrateur explique que finalement, leur amitié s'est construite sur des mots. C'était une amitié de conversation, c'était une amitié d'échange, de lecture, de paroles, etc. Et qu'il a toujours eu le sentiment qu'à 2, ils avaient construit une maison, que pièce par pièce, ils assemblaient comme ça des éléments qui étaient une architecture et qui témoignaient de leur amitié. Alors comme il le dit, maintenant, l'ami n'est plus là, mais il continue seul, il ira moins vite. Ça prendra plus de temps, mais cette maison, elle demeure. Et c'est ce qui m'intéressait, si vous voulez, de montrer aussi dans ce livre-là. On en revient à l'arbre du pays Toraja. C'est que les morts ont quand même de grandes présences en nous. Et les amis disparus continuent quand même, malgré tout, à nous nourrir, à faire en sorte que des amitiés qu'on a connues avec eux, vivantes, eh bien, de ces amitiés demeure une sorte de rémanence, une sorte de trace, de longueur. Vous savez, pour le vin, moi qui suis un fou de vin, on parle de longueur en bouche, mais pour des êtres qui ont compté pour nous, qui ne sont plus là, il y a une sorte de longueur en âme, une sorte de longueur en cœur, comme ça, quelque chose qui dure alors même que physiquement ils ne sont plus là. Et c'est ça qui m'intéressait de travailler, c'est-à-dire de montrer que finalement la mort est un événement inévitable de nos existences, et elle en est le terme. Ce n'est pas une raison pour s'en désoler, il faut simplement essayer de renégocier le contrat qu'on peut avoir avec la vie et se persuader que même si la mort prélève autour de nous des êtres chers, nous sommes en vie, nous sommes des vivants. Et nous avons ce devoir de vivre et ce devoir d'être encore plus vivants à mesure même qu'on nous enlève autour de nous des présences chères. Et en nous, être vivants, il y a certains morts qui peuvent continuer
d'exister, non seulement d'exister, mais qui peuvent continuer de vieillir. Il y a une des histoires dans ce livre, c'est celle de Florence, donc la femme avec qui il n'est plus, le narrateur, qui a eu de lui un enfant qui est mort-né. D'ailleurs, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre réflexion sur la notion de mort-né. Je peux peut-être lire si vous le retrouvez, parce que si je ne me trompe pas, c'est Agathe, le nom de cette petite fille qu'ils ont eue, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et Agathe, enfant mort-né, continue d'exister en elle, et puis elle célèbre ses anniversaires même. Alors, je vais essayer de... Voilà, c'est ça. Florence et moi avions presque été parents. Nous avions presque eu un enfant. Nous avions eu un enfant mort. Un enfant mort-né. Mort-né. C'est une des formules les plus abruptes de la langue, définitive. Là encore, une affaire de distance, une distance infiniment petite, dont la petitesse signe l'absence, puisque les deux extrêmes, naissance, mort, se confondent. Naître, mort, le plus effroyable des oxymores. Et nous avions donné un prénom à l'enfant parce que la loi ne permet pas d'enterrer un être innommé. Agathe, prénom doux, en apparence, prénom d'un autre temps siècle perdu, enfant non apparu, un prénom qui jamais ne fut dit à un enfant vivant, mais fut déposé sur le petit corps infime, ridé, pâle, un nom comme un linceul. Lorsqu'on me demande si j'ai des enfants, je réponds que non, et je dis la vérité. Et si on me demandait si j'ai eu des enfants, je dirais encore une fois que non, et là aussi je dirais la vérité. Mais si on pose la question à Florence, elle répondra que oui. Elle a une fille, Agathe, mais qu'elle est morte, qu'elle aurait 22 ans désormais, qu'elle serait une jeune femme. Et Florence dira aussi la vérité, car contrairement à moi, Florence a fait grandir Agathe en elle. Comme l'arbre du pays Toraja, elle a continué au fil des années à faire croître son enfant au profond d'elle. Son corps de femme s'est empli de la présence du petit corps mort qu'elle n'a jamais vraiment enterré, mais qu'elle a accueilli à demeure dans sa maison intérieure et dans sa vie, le modelant selon les âges, l'épanouissant en une fillette rieuse, puis une jeune fille éternelle et idéale, qui a pris tant de place que jamais Florence, ni avec moi, ni avec Luc, son nouveau mari, n'a par la suite tenté d'avoir un autre enfant. Moins de peur, j'en suis persuadé, de voir une fois encore extrait de son ventre un être mort, que de faire disparaître définitivement celui que la vie n'a pas daigné animer, mais qu'elle s'est chargée de faire exister. C'est superbe ces pages, puis ça résonne fort quand même. C'est quelque chose d'assez fréquent, des histoires d'enfants qui meurent en très bas âge. Et il n'y a pas de jugement moral dans votre livre parce qu'on pourrait dire qu'il y a quelque chose à soigner à la limite. Là, il y a un deuil qui n'est pas fait, mais vous célébrez plutôt la beauté de cette vie. Puis vous savez, c'est très compliqué. On s'arrange comme on peut avec nos douleurs. Et ce qui m'intéressait dans cet extrait-là, c'était de montrer que tous les deux avaient raison. Il y a cette phrase fameuse dans le film de Jean Renoir, La règle du jeu, chacun a ses raisons. Et dans la vie, chacun a ses raisons. C'est ce narrateur qui dit « moi, j'ai pas eu d'enfant ». Et si on me demande « oui, j'ai pas eu d'enfant ». Si on demande à ma femme, elle dira « oui ». Et elle aura raison aussi. C'est-à-dire que, évidemment, on comprend davantage que pour une femme qui a porté dans son ventre cet enfant, évidemment, le deuil, la disparition est autrement encore plus terrible que pour l'homme. Mais vivre, c'est s'arranger, justement. C'est s'arranger, c'est recomposer, c'est réorganiser, c'est trouver de la force là où il n'y a que de la douleur, c'est voir comment finalement, avec des grandes pertes, on peut aussi continuer à être debout, à être dans la vie, comme je disais tout à l'heure, et à s'éblouir de nouveau de la vie. C'est-à-dire que cette page-là, elle est tragique, en même temps, Florence n'est pas un être tragique. Et la façon dont elle vit avec ce petit enfant qui n'a jamais existé, c'est pas non plus une façon doloriste d'être dans l'existence, c'est plus quelque chose qui lui a permis d'avancer et de construire sa vie de femme, qui n'a pas été une vie de mère, quoique. Puis, vivre, c'est aussi accepter que les émotions vives, les grandes émotions d'une existence, c'est pas des dossiers qu'on peut refermer, remettre dans un tiroir, fermer le tiroir, fermer à clé. L'amour entre Florence et le narrateur, il est terminé, mais il n'est pas terminé. Il y a des choses qui subsistent quand il part avec, parce que sa voisine, finalement, il va développer, ça on va en parler, une histoire d'amour avec elle. Lui, oui. Mais c'est beaucoup plus... Non. Je dis ça parce que l'autre jour, dans une rencontre en France, il y a une lectrice, alors on avait à peu près Enfin voilà, j'avais expliqué cette anecdote aussi, là. Puis il y a une lectrice qui me dit à la fin... Oh bah, je suis déçu alors que vous n'ayez pas rencontré Elena, là, que vous ne lui ayez pas fait un enfant. J'ai écouté, vous êtes peut-être déçu, mais ma femme, non. Hein.
Puisqu'on en parle, c'est touchant parce que cette femme, elle a quoi? Elle a 20 ans de moins que lui, je ne sais pas exactement, mais elle est nettement plus jeune. Puis il hésite beaucoup, il se retient, il développe une histoire avec elle. Ils partent même en voyage. D'ailleurs, c'est un peu troublant par moments parce que à travers des choses qu'il vit avec elle, il revit des moments de voyage avec Florence. C'est ce que je voulais pointer tout à l'heure. Puis c'est complexe parce qu'il ne s'abandonne pas à cet amour. Non, mais alors, ce qui s'est passé, ces deux amis, c'est-à-dire celui qui meurt, Eugène, et le narrateur, sont sur le plan de l'amour absolument différents. Eugène a été un perpétuel amoureux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tombait amoureux quasiment sans cesse. Quand il tombait amoureux, il faisait un enfant, mais il ne se satisfaisait pas du fait que le sentiment amoureux se transforme en amour. Dès que le sentiment amoureux, fou, commençait à faiblir, eh bien, on sentait qu'il allait partir et il s'arrangeait pour tomber amoureux d'une autre jeune femme, etc., etc. Tout le contraire du narrateur qui, lui, a eu une grande histoire d'amour avec cette femme, Florence. Il a été marié, mais à un moment, Florence lui a dit, écoute, séparons-nous parce que le vrai couple que tu formes, c'est avec Eugène, c'est pas avec moi. Et c'est vrai que ça, c'est un peu des vies de cinéma, si vous voulez. Quand on fait du cinéma, sauf si le conjoint fait le même métier dans les mêmes équipes que vous partez très longtemps, vous êtes plus souvent avec votre producteur, votre productrice, votre équipe technique qu'avec votre famille. Donc il y a cette dissolution douce, si je puis dire, du couple du narrateur et de Florence, et une sorte de célibat dans lequel il est plutôt confortablement installé. C'est-à-dire qu'il a passé une cinquantaine d'années, il revoit cette femme qu'il aime toujours beaucoup, qui est sa meilleure amie une fois par mois, ils discutent, ils font l'amour, toujours dans la même chambre d'hôtel. Il n'en veut pas plus, quoi. Et il faut que cette jeune femme force un petit peu la porte. Il n'y a pas que la maladie, parfois, qui force la porte de nos existences. Il y a aussi l'amour. Donc il faut que cette jeune femme, Elena, le force un peu pour que soudain, il aille vers ce nouvel amour. Mais avec les scrupules qui sont aussi liés à l'âge. Parce que lui a 50 et quelques années, elle a 20 ans de moins. Et ce qui est quand même un modèle assez classique, qu'on rencontre souvent dans la vie. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de créer des scrupules chez cet homme. Des scrupules qui tiennent au corps, au temps, au décalage horaire entre ces deux vies, et puis à l'observation de son corps et du corps de cette jeune femme. Parce que c'est un livre où il est beaucoup question du corps, du rapport qu'on a avec le corps. Pas seulement le corps malade, mais le corps amoureux, le corps libre, le corps et le temps, etc. etc. Et je peux vous lire, si vous voulez, un passage justement qui résume bien ça. La beauté d'Elena me troublait car elle n'était pas faite pour moi. J'étais un intrus dans son existence. Un goujat qui apporte les soucis et le poids de son âge, ses muscles relâchés et sa peau qui commence à se rider comme la surface d'un vieux lac glaciaire sous le vent, à s'étoiler de petites taches de rousseur. Oui, un intrus qui s'invite en titubant au beau milieu d'une fête de la chair où tout n'est que fermeté, grain pur, d'hermes soyeux. Une main avait tordu nos deux courbes du temps, essayant de les confondre, de les unir, mais elles restaient distinctes et étrangères, bien que collées l'une à l'autre. Quand, après l'amour, Elena venait poser son visage dans le creux de mon épaule et fermer les yeux, je ne pouvais m'empêcher de songer qu'elle s'endormait sur la mort, que j'étais un gisant mais qu'elle ne le savait pas encore, que nous vivions un conte noir où une jeune femme frappée par un sortilège sait prendre un squelette dont elle est la seule à ne pas percevoir l'apparence terrifiante. Bien sûr, je ne lui disais rien de cela. Je ne lui disais pas non plus que lorsque je la caressais, je pensais à Florence, à toutes les caresses que j'avais disposées sur son corps à elle, que le temps avait rendu plus onctueux, qu'il avait fatigué, mais d'une fatigue souriante qui me le faisait aimer davantage à mesure que les années passaient. Le corps des jeunes femmes fait songer à des pierres parfaites, polies, sans défaut, scandaleusement intactes. Celui des femmes possède le parfum patiné des jours innombrables, où s'amalgament sensuels les moments de plaisir et ceux de l'attente. Il devient le velours assoupli des années. Laquelle des deux, d'Elena ou de Florence, me faisait être le plus vivant? Faire l'amour avec Florence me rendait à moi-même, faire l'amour avec Elena me forçait à devenir un autre. Il ne s'agissait pas de prendre un nouveau départ, un nouvel élan, ce qui aurait pu se révéler heureux, mais de s'observer à distance, dans un dédoublement aux conséquences calamiteuses. Je savais que notre relation ne pouvait que conduire à faire grandir en moi une amertume qui s'était installée après la mort d'Eugène, comme une lointaine cousine de province, revêche et grise, débarquée sans crier gare, et qui s'installe chez nous à demeure sans que nous ayons notre mot à dire. On ne sait trop d'ailleurs le but qu'elle poursuit. Nous surveiller, nous narguer, nous faire comprendre quelque chose, nous avertir, nous juger. J'ai lu quelque part que la cinquantaine est la vieillesse de la jeunesse et que la soixantaine est la jeunesse de la vieillesse. On s'arrange comme on peut avec les mots, ce n'est pas cela qui fait partir la cousine. C'est beau, hein? C'est très beau.
Parlons-en du rapport au corps, parce que cette Helena, donc, il se trouve qu'elle fait de la recherche. Elle s'intéresse entre autres à une théorie selon laquelle on est d'abord en accord avec notre corps, et plus ça va, plus la vie avance, plus on est en conflit avec ce corps, ce qui peut éventuellement causer des problèmes. Oui, oui, c'est parce que pourquoi le narrateur la rencontre? Parce que quand son ami lui apprend qu'il est malade, qu'il est atteint de cette grave maladie, le narrateur se pose une question un peu simple, presque naïve, stupide. Il dit, mais qu'est-ce qui fait qu'un jour on tombe malade? Est-ce qu'il y a des raisons qui ne sont pas des raisons immédiates, hein? Évidemment, si je fume 3 paquets de cigarettes, j'ai plus de risques de développer un cancer du poumon. Donc ça, on le sait. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons? Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans la vie où finalement, certaines circonstances, certains états intérieurs, certaines position presque de l'être par rapport à sa famille et sa société, à des rêves qui auraient été abandonnés, à des cauchemars persistants, à des déceptions. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments comme ça qui sont irrationnels, qui permettent ou qui favorisent le surgissement de la maladie? Donc il fait sa petite enquête, il n'est pas scientifique, c'est un artiste. Donc il tape à des portes de médecins qui généralement le regardent un peu comme un fou, quand il pose cette question, sauf cette jeune femme qui lui dit, écoutez, si vous venez me poser cette question, c'est que vous êtes entré dans le stade que j'appelle le corps inamical. Et là, elle développe cette théorie où elle lui dit, écoutez, dans la vie, on passe par différents moments et différentes relations avec notre corps. Quand on est tout petit, on essaye de l'apprivoiser, ce corps. On fait en sorte de pouvoir saisir, de pouvoir marcher, de pouvoir parler, de pouvoir s'en servir. Après, une fois que cette phase d'apprivoisement est terminée, il y a une longue phase extrêmement heureuse qu'elle appelle le corps amical. On a une relation complètement apaisée et confiante avec son corps, puisqu'il répond complètement et toujours à nos désirs. Si je veux courir très vite, il court très vite. Si je veux sauter en l'air, il saute en l'air. Je peux danser toute la nuit, je ne suis pas fatigué le lendemain. Je peux picoler un peu plus, je ne me réveille pas avec le corps en vrac, etc. Tout est bien. Et puis après, il y a un moment... Il frappe à la porte, il dit « Tu sens là comme tu as mal à l'épaule là ?» Souviens-toi, c'est parce que il y a 20 ans, tu n'as pas fait attention à moi, tu as fait du ski, tu t'es cassé la binette et voilà, je te le fais payer maintenant. Et donc là, elle dit, arrive une nouvelle phase qu'elle appelle le corps inamical. Soudain, le corps nous rappelle que c'est lui le maître en fait. C'est-à-dire cette belle conscience qui pense à tout, qui est le siège de notre intelligence, de notre singularité, etc., finalement n'est rien parce qu'elle est complètement emprisonnée dans cette carapace de chair et c'est cette carapace, c'est cet organisme qui va peu à peu dicter sa loi et on n'y pourra rien. Donc cette phase du corps inamical est suivie par la phase qu'elle appelle du corps hostile, puis du corps ennemi, puis à un moment c'est le corps quand même qui, clac, décide de fermer l'interrupteur et que ça, qu'on le veuille ou non, on n'y peut rien.